maîtres, les coraux. Oh, et petit huile à tailler. Comme à l'accoutumée. Nana wa yao. Sommes de nouveau de sortir. Tarado arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, moussaillon, moussaillon, moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission qui croit dur comme fer dans les cultures des Outre-mer. Le vaudou, est-ce une croyance, des contes pour enfants et grands venus de temps immémoriaux, du folklore, un concept culturel dévoyé par l'accaparement du cinéma de la littérature, une religion en bonne et due forme, mystérieuse et incomprise du grand public? Sise en Haïti depuis notamment l'esclavage, les fondements du vaudou ne remontent-ils pas bien au-delà de cette géographie et bien au-delà du temps? Ce n'est pas en 30 minutes d'oreille hardie que nous percerons le mystère, mais notre invité du jour nous aidera peut-être à y voir plus clair. Lui qui, outre ses qualités de responsable culturel en Haïti, est aussi un artiste et un initié vaudou, un prêtre vaudou. À la croisée de ces chemins, il est l'un des commissaires associés de l'exposition Zombie au musée du Quai Branly, dont nous vous avons déjà parlé. Il nous parlera, lui, de son rôle, mais nous parlera également trance, danse, chant et croyance, s'il veut bien éclairer nos lanternes. Au creux de notre oreille cette semaine, Hérol Josué. Hérol Josué, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc à Paris à nouveau pour quelques jours et notamment bien sûr pour cette exposition dont nous avons déjà parlé dans ce podcast avec Philippe Charrier, le commissaire principal de cette expo. Mais vous êtes aussi à Paris parce que vous avez donné un spectacle dans le cadre de cette exposition, toujours au musée du Quai Branly. Et on va en parler tout au long de ce podcast. Pour commencer, c'est la tradition de cette émission, l'Oreiller Hardy. Je vais vous demander de nous dresser en quelques lignes un autoportrait. Qui est Hérol Josué, ou tout au moins, comment se présente-t-il au monde? Difficile. Hérol Josué, je suis Ongan, prêtre vaudou. Initié à l'âge de 17 ans, j'ai grandi sous un temple vaudou, un péristyle vaudou à Port-au-Prince, spécialement entre Carrefour et Martissan. C'est territoire perdu actuellement par des bandits armés, malheureusement. Je suis artiste, interprète, chorégraphe, danseur. J'ai appris vraiment la danse et la chanson dans ce même temple, dans ce quartier, dans ces chantiers où j'ai grandi. Et je suis actuellement directeur général du Bureau national d'ethnologie, ce qu'on appelle le carrefour où dialoguent les cultures, le laboratoire de la science du peuple. Je navigue, je partage ma vie entre plusieurs continents puisque je suis aussi artiste. Je voyage, je trimballe la culture, mais agipopro comme on dit en vaudou. Mais je suis siégé vraiment à Port-au-Prince pour mon rôle de directeur général dans mon travail sur l'identité haïtienne. Qu'est-ce que je fais encore? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. De toute façon, on va parler de toutes ces facettes qui sont les vôtres. Nous sommes ici au cœur même de cette exposition Zombie qui va vivre ces derniers jours puisque l'exposition s'achève le 16 février prochain. Vous avez aidé à l'installation donc de cette exposition de par vos connaissances, à la fois en tant qu'acteur culturel et à la fois en tant qu'artiste et à la fois en tant que prêtre vaudou. J'aimerais que vous nous singularisiez deux séries d'objets ou de moments de cette exposition qui vous tiennent, vous, particulièrement à cœur. Alors on va se lever et vous allez nous expliquer pourquoi vous nous emmenez là. Pour commencer, je vais vous amener à ce péristyle, ce magnifique péristyle, temple vaudou, qui est dressé dans cette exposition devant, au tout début de l'expo. C'est un endroit important pour moi puisque c'est aussi un endroit de mémoire, un espace de mémoire. En 2014, j'avais reçu chez moi à Port-au-Prince une équipe de Arte Télévision et ils sont venus pour faire un reportage sur les zombies, sur le vaudou et j'étais parmi les gens qu'ils voulaient interviewer. Et du coup, ça a été filmé, photographié. Quelques années plus tard, et avec tous les problèmes qui se passent en Haïti, ces bandits armés ont détruit ce quartier-là. Ils ont incendié ce quartier, y compris ce temple. Mais heureusement, ça a été dans la mémoire de ce film. Et pour l'exposition, le commissaire principal ainsi que l'équipe du Quai Branly a décidé de reconstituer cet espace, ce péristyle. Et pour moi, à part tout le travail scientifique qu'il y a derrière cette expo, cette partie pour moi est très forte. Et c'est une partie où ça me rappelle ma jeunesse, mon enfance, et mes expériences. Là où cet espace où j'ai été initié, qui m'a vu grandir. Et il y a quelques accessoires aussi qui appartenaient au temple qui est là.
Alors justement, pouvez-vous nous les décrire comme ça, on va visualiser un petit peu mieux à quoi ressemble ce péristyle qui est à l'entrée même de cette exposition zombie. Oui, qui est à l'entrée avec ce poteau mettant le poteau central en rouge avec les deux serpents qui enveloppent le poteau, qui est ce symbole des autochtones, qui symbolise le totem des premiers Haïtiens qui étaient les autochtones. Mais on revoit par exemple les chaises et les petites chaises en paille qui appartenaient à ce temple qui est détruite maintenant. Mais heureusement, on avait quelques mois avant, on avait emprunté au musée d'ethnologie ces chaises. Et c'est comme ça qu'ils ont survécu de cet incendie. Vous allez voir ce vêtement violet qui appartient à ma mère, qui fait partie de ce temple, le costume pour Guédé, qui est un esprit ouloir qui danse dans sa tête. À côté, il y a d'autres vêtements. Il y a un hochet également qui sort de ce temple, de la peinture, et là-bas. Et ça me rappelle, c'est vraiment un petit chouïa. Les paquets Congo, les talismans qui sont là-bas sur le tissu rouge. J'ai grandi avec ces objets. J'ai toujours vécu dans ce temple, dans la chambre. À chaque fois, on rentre dans la chambre des secrets, la chambre sacrée. Je vois toujours ces paquets, surtout ces deux qui sont là-bas avec la croix là-bas. Pour moi, cet endroit dans l'exposition est très important. Il y a un côté charnel, il y a un côté personnel là-dedans qui me traverse à chaque fois, à chaque moment, et qui me donne envie aussi. Je suis en train de reconstruire un autre temple qui me donne envie de pouvoir recommencer, pouvoir être un Ungan bâtisseur, de continuer à avoir de l'espoir. Ces bouteilles, par exemple, cette bouteille en paillettes qui est sur le poteau mitant, ça a toujours été rangé comme ça dans mon temple. Ça me rappelle ça me renvoie à mon enfance, ça me renvoie à mon initiation, ça me renvoie à beaucoup de choses. Comment ça vous tombe dessus? C'est-à-dire que c'est pas parce que vous appartenez à une famille où le vaudou est déjà très fort et très puissant que nécessairement vous êtes initié. Comment Hérole Josué a été choisi pour d'abord être initié, puis ensuite devenir prêtre vaudou? Effectivement, c'est pas forcément parce que j'ai grandi dans le vaudou ou mes parents, je viens d'une famille vaudou qui fait que je suis devenu prêtre. C'est un choix des esprits, c'est un choix des lois, eux-mêmes qui ont fait leur choix depuis mon enfance ou je sais pas depuis quand, mais j'ai grandi dans cette mouvance vaudou, mais en même temps depuis mon enfance mes parents avaient senti qu'il y avait quelque chose. J'ai toujours été, déjà j'ai fait les premières séances de protection, ils ont fait depuis mon enfance, j'étais jeune enfant, mais j'ai toujours eu l'œil, j'étais très attiré par la médecine traditionnelle. Et c'est la raison pour laquelle ce spectacle s'appelait La langue des dieux. Mais en même temps, c'était très tôt, j'étais un enfant différent des autres. Les plantes médicinales me parlaient et je voyais des choses dans mes rêves. J'étais attiré par cette danse. J'ai décortiqué ces chansons, toutes ces chansons en langage que beaucoup de gens dans le temple, dans le péristyle, dans notre communauté vaudou ne pouvaient pas comprendre. Moi, je pouvais le faire très jeune. J'avais des flashs, j'avais des messages de mes lois. J'étais en formation pour devenir quelqu'un de spirituel ou de mystique. Et par la suite, c'est autre chose encore que de devenir prêtre vaudou. Là, c'était une initiative de votre part, un souhait de votre part, ou pareil, il y a une prédestination qui fait que cette distinction vous est tombée dessus? Bon, c'était pas un choix, mais après ma première initiation et tout le cheminement spirituel dans mon jeune âge, j'avais déjà une idée. Je me disais, j'ai l'impression que ça va me tomber dessus, effectivement. Et au moment opportun, je devais venir habiter en France assez jeune. Et les lois ont décidé de faire une initiation et à ce que je devienne prêtre Ungan. Je fasse ma dernière initiation est de devenir Ungan, d'aller dans la forêt sacrée pour recevoir la formalisation, pour recevoir l'œil. Et je pouvais ne pas accepter. Ça faisait partie de notre trajectoire d'initié. Et pour moi, c'était pas du genre de sacrifice. Ça m'allait. Et c'est très bien. Mais c'est toute une école. Toute une vie n'est pas suffisante pour comprendre, pour apprendre. Toutes ces facettes-là vous ont conduit à travailler, donc notamment avec Philippe Charlier pour l'établissement de cette exposition zombie. Je vous avais demandé de nous choisir une deuxième série de choses que l'on peut voir dans cette exposition vaudou. Où est-ce que vous nous emmenez et vous allez nous expliquer, encore une fois, pourquoi ça vous tient, vous, particulièrement à cœur. Je vais vous amener encore dans un endroit perso, encore vers les costumes traditionnels. Ces costumes dévotionnels qui appartiennent encore à ce temple-là, à ce vaudou, qui ont été portés par des vrais
femmes, les vrais mambo, les vrais initiés. Ce ne sont pas des vêtements faits pour l'exposition, mais c'est des vêtements qui ont eu des vécus, qui sont dédiés à des lois, à des esprits. Pour moi, les mettre là et arriver à les amener au musée, c'est encore une partie très profonde pour moi. Alors justement, donc il y a toute une série de robes, chacune a sa fonction. Expliquez-nous. Effectivement, chaque costume, chaque vêtement dépend de leur couleur, dédié à un esprit. Et pour une cérémonie bien particulière. Là, par exemple, nous sommes devant cette garde-robe de vêtements sacrés. Il y a cette belle robe blanche qui me tient à cœur. Aussi, c'est encore la robe initiée, la robe de ma mère, une initiée par excellence, qui est elle-même mambo, prêtresse vaudou, et qui vit à New York maintenant, mais qui nous a bien laissé de donner le droit d'utiliser sa robe sacrée qu'on utilisait dans le premier temple. Et c'est très important. Et ces 2 petites robes en bleu, c'est des robes vécues dans les pèlerinages qui sont dédiées à Saint-Jacques Majeur. Mais c'est lorsque les pèlerins marchent dans les rues, ils escaladent la montagne de Saint-Jacques pour demander quelque chose, pour prier, ils amènent ces petites robes qui sont apparemment très simples, mais qui pour une idée pour se défaire de ce côté trop chic, contrairement à cette robe blanche, mais dans cette simplicité, ils veulent demander, se rapprocher de Saint-Jacques Majeur, qui est le symbole, qui est la partie chrétienne de Ogun. Ogun Ferraille, le dieu du fer et de la guerre, le dieu des métaux, le dieu de la résistance. On dit plutôt loi. Comme en Afrique, on dit vaudou, nous-mêmes, on dit loi de résistance. Alors c'est effectivement ces 2 robes simples qui ressemblent presque à des blouses. Sur les couleurs, voilà, on a des couleurs bigarrées. Il y en a une qui a des couleurs orange, noir et blanche, une autre avec des rayures roses, bleues et noires. Que signifient les couleurs dans ces cérémonies? Alors on voit bien que chaque robe a son usage. J'imagine que les couleurs ont leur importance aussi. Effectivement, les couleurs sont très importantes. Chaque esprit loi, ils ont leur propre couleur, toutes les couleurs symboliques. Là, si on va dans ce côté orangé, par exemple, qui symbolise les esprits des premiers autochtones, des Amérindiens, qui nous rappellent ce fruit extraordinaire, l'abricot, qui est le fruit par excellence des aborigènes. Cette couleur marron et abricot, c'est surtout dédié aux esprits des Amérindiens. Le bleu, qui peut être un bleu de Ogun ou de Maîtresse Erzuli Danton, la femme austère, la mère de l'humanité, qui est représentée par Perpétuel Secours dans le syncrétisme catholique au vaudou. Et tout ce rouge, surtout toutes ces couleurs qui sont dédiées aux esprits lois de la résistance. Il faut dire que le vaudou, c'est aussi cette résistance, cette mémoire de la révolution haïtienne. C'est encore perpétuer la révolution à travers les cérémonies, perpétuer la guerre de l'indépendance à travers nos cérémonies également. On a beaucoup de vêtements pour ces lois, mais avec des arrangements du genre très proche de 16-17e siècle, hein. Cette parodie ou cette influence de colonialisme qu'on retrouve, c'est toute une lecture autour du colonialisme aussi. Et le vaudou, c'est aussi une lecture sur le panafricanisme à travers, si on regarde cette robe à cette couleur qui symbolise tout le royaume du Congo, tous les peuples du Congo qui sont venus dans le Nouveau Monde, à Saint-Domingue, actuel Haïti. Et pour finir, le costume en noir qui représente les guédés. Noir et pourpre, la couleur violette dont vous parliez tout à l'heure. L'ultraviolet qui est le symbole même de le perpétuel remise à jour, les guédés vie, le baron samedi, l'esprit des morts et des vivants. Et c'est pour ça que je vous ai amené ici. C'est très personnel. Tous ces vêtements viennent de chez moi. Tous ces vêtements viennent de mon temple. C'est important. Alors, on va rester devant, on va se rasseoir de nouveau et on va rester devant ces robes pour continuer à parler. Vous êtes prêtre vaudou, encore une fois. Vous êtes aussi donc directeur de ce bureau d'ethnologie d'Haïti. Il y a une fonction spirituelle d'un côté et une fonction plus, on va dire, administrativo-culturelle de l'autre. Il n'y a pas d'antagonisme pour vous à montrer tous ces éléments-là, qui font partie peut-être d'une forme d'intimité spirituelle, mais de les montrer en exposition. Il n'y a pas d'antagonisme dans ces deux idées-là. Il faut que les gens puissent voir quand même. Est-ce que c'est aussi une question de dédiaboliser le vaudou, puisque
on en a fait quand même quelque chose de très sombre, de très mystérieux, en tout cas aux yeux des grands publics. Effectivement, participer à cette exposition en tant que co-commissaire, commissaire associé, c'est aussi vouloir et accepter de continuer ce plaidoyer pour être présent pour le respect du droit, pour continuer à demander cette justice métaphysique à Haïti et au Vaudou, qui a été souvent galvaudée, mal présentée dans le monde, surtout dans l'Occident, et présenter ses œuvres ou ses artefacts personnels. C'était pas chose facile, mais en même temps, ça fait partie de mon plaidoyer avec tous ces chapeaux dont je suis ici, en tant que directeur général du Bureau national d'ethnologie, en tant que Oungan responsable de communauté Vaudou, et aussi en tant qu'artiste. C'est aussi un processus de déconstruction. C'est amener le Vaudou dans sa simplicité, et c'est présenter le Vaudou dans son intimité, sans pour autant dévoiler n'importe secret. Mais parce qu'il y en a des secrets quand même. Il y a aussi, dès qu'il y a initiation, il y a secret. Moi, je suis initié. Mon secret initiatique reste dans mon cœur, reste dans ma tête, reste dans mon sacerdoce, dans la façon où je pratique. Mais je n'ai pas de mots ou d'histoire à dévoiler au niveau initiation. Mais je suis prêt à présenter la beauté du Vaudou, à présenter la simplicité, le Vaudou que j'ai connu, le Vaudou dont j'ai grandi dans cette simplicité, en même temps dans ce côté théâtral, en même temps c'est à la fois c'est les deux. C'est le Vaudou est très simple, mais le Vaudou c'est un syncrétisme. Il y a ce mélange du Vaudou du Bénin. Il y a aussi le syncrétisme, le catholicisme qui est rentré dedans. Il y a aussi la part des Amérindiens. Donc, du coup c'est très artistique, c'est très riche en couleurs, c'est riche en lumière, c'est riche en son, en odeur, qui nous rappelle beaucoup de choses avec ses lotions de myrrhe et ses encens. Mais je reviens encore pour dire, accepter de montrer ces objets intimes à côté de tout le côté scientifique, le côté académique sur la zombification, sur le Vaudou, c'est une autre manière pour continuer à laver le visage d'Haïti, à montrer l'Haïti qui est pris dans ce complot où on présente qu'il y a toujours eu des contre-révolutions contre Haïti. On va participer en tant que commissaire associé sur un projet comme ça, c'est continuer à faire cette révolution sur l'identité contre le terrorisme identitaire en Haïti. Hérol Josué, je vous propose une première pause musicale. Première pause musicale que vous allez orchestrer. Encore une fois, vous l'avez dit, vous êtes artiste, vous êtes chanteur. Vous avez donné ce concert intitulé La langue des dieux, concert avec votre répertoire, et c'est justement dans ce répertoire que nous allons puiser. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous comme premier choix, puis on entendra un deuxième, peut-être même un troisième titre au cours de ce podcast. J'aimerais bien présenter ce morceau qui s'appelle Tchébé Tchébé. Tchébé Tchébé qui est un morceau dédié à la résistance haïtienne, à Ogun, le dieu du fer, de la guerre, le symbole de la révolution, le symbole de Saint-Jacques Majeur qui est Saint-Jacques, mais qui est le nom de Jacques Ier. Cette chanson est dédiée à Dessalines, l'empereur, le premier empereur d'Haïti. On va en écouter un extrait. Est-ce que vous voulez juste nous entonner, si vous le voulez bien, vraiment les deux premières phrases musicales? I know so truly nangu chebe chebe guele. Voilà. Guele bakoswalade. I know so truly nangu. Comme si waya omiba omisan asikoe wele pasawa ki mama la we jiu comme si waya
L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. Après ce très beau chant de retour au musée du Quai Branly avec vous, Hérole Josué, co-commissaire de cette exposition, mais surtout là, artiste, prêtre vaudou. Ça veut dire quoi aujourd'hui en 2025 et peut-être compte tenu de la situation que vous avez aussi vous-même évoquée tout à l'heure en Haïti, qu'est-ce que ça veut dire être prêtre vaudou en 2025? Être ongan au Mambo, initié prêtre vaudou ou prêtresse Mambo dans le vaudou haïtien 2025, c'est continuer à faire valoir l'art et la culture, préserver l'histoire et l'identité haïtienne. C'est encore plus important aujourd'hui où notre société, comme beaucoup d'autres sociétés, souffre de beaucoup de ce qu'on appelle, nous sommes gangstérisés, nous sommes dévalorisés. Il y a eu Covid-19, il y a des gangs dans les Caraïbes, dans plusieurs pays, où il y a aussi une révolution de l'âme, une révolution dans la tête identitaire dans les autres pays, surtout en Afrique, qui est inspirée par la révolution haïtienne également. Et d'où beaucoup de ce qu'on appelle le devil. The devil is a liar, le diable, dans le sens, je dirais, politique, détruisent nos biens culturels. Ils volent nos biens culturels. C'est le moment où jamais, où nous autres, en tant que passeurs de mémoire de passeurs, qu'on doit rester encore plus vivants et continuer à perpétuer cette culture endogène pour la génération future. Et notre rôle en tant que Ongan, moi personnellement, est devenu encore plus important pour pouvoir continuer à former, à éduquer et à partager les connaissances qu'on a eu le privilège de recevoir de nos ancêtres, de nos aïeux, pour cette génération qui a soif de connaissances, qui a soif de savoir, qui a soif de simplicité également. Concrètement, là-bas sur place, comment est-ce que vous arrivez à continuer ces missions en tant qu'Ongan et en tant que également acteur culturel? C'est très difficile en tant qu'Ongan, puisque ça fait partie de notre quotidien, en tant que mon quotidien, le vaudou en tant que mode de vie n'est pas empêché de l'avoir dans l'âme, n'est pas empêché de l'avoir tous les jours, mais en même temps très difficile de traverser, par exemple, si on prend au niveau territoire, il n'est pas facile. J'habite dans un endroit pour aller à un autre endroit dans les cérémonies pour pratiquer, puisqu'il y a les bandits armés, les guérillas urbains envahissent la ville. Personnellement, Port-au-Prince, c'est très difficile de continuer à servir nos lois. Et là, pour le mois de novembre, c'était très 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 difficile aux gens d'aller au cimetière, dans les cimetières, pour faire des dévotions, pour payer respect à leurs morts, à leurs défunts. Et c'était dans la tradition. Je me demande, est-ce que ça fait pas partie du plan de détruire ce peuple, de détruire nos traditions, un plan de destruction. Ils incendient les péristyles, les temples vaudous, ils incendient des églises partout. Tout le monde est logé à la même enseigne, il faut faire attention, il faut se cacher, on repense notre vie à Port-au-Prince. Il faut appeler au téléphone, savoir si telle ou telle route est bloquée ou pas. C'est très dur de vivre ça. C'est la raison pour laquelle le peu qu'on peut garder ou le maximum qu'on peut conserver, on est en train de le faire. Moi, en tant que responsable d'institution, on continue sans arrêt l'inventaire, des inventaires sur les chansons, sur les danses. C'est au moment où jamais de numériser, de se rassurer. C'est comme si on n'a plus de temps, c'est comme si on allait mourir demain. Et en tant que prêtre, pareil, je suis en train d'inventorier toutes les œuvres, monter des collections vaudou du temple et d'autres temples. Par exemple, je suis en train de monter une collection qui s'appelle Les objets violés de Martissan. Le péristyle se trouvait à Martissan. Donc, avec double chapeau en tant que directeur général qui est responsable de l'identité, le patrimoine culturel et matériel pour l'État, mais en même temps en personnel, en privé, je suis obligé d'inventorier également ces objets qu'on a récupérés après l'incendie, les restes, à moitié incendiés, à moitié brûlés. Nous sommes en train de les collecter, monter toute une collection qui s'appelle les objets violés de Martissan. Inventorier les péristyles incendiés avec leur histoire pour laisser quelque chose pour la génération future. Dans le vaudou, on est éduqué, même avec les sociétés secrètes, pour dire Bizango pas maman, Bizango pas papa. C'est-à-dire Haïti avant tout.
Haïti avant tout, et puis on verra les autres, le reste. Et c'est cette chance d'être héritier de cette belle culture, de cette grande révolution. Moi, je suis l'un de ces gens-là qui y croient que quelque chose de beau va sortir. Et il faut qu'on continue. À propos de beau, je vous ai vu danser, je vous ai vu et entendu chanter, accompagné de musiciens formidables venus pour partie, par exemple du Bénin, mais aussi qui vous ont accompagné depuis Haïti ou qui sont haïtiens. Où est-ce que vous êtes quand vous vous produisez comme ça? On avait l'impression à la fois que vous étiez avec nous, que nous étions avec vous, mais en même temps on vous sent ailleurs. Où est-ce que vous êtes quand vous chantez, Errol Josué? Waouh! Moi aussi, des fois, je me pose la même question. Je suis quelque part, je suis là. En même temps, il y a un va-et-vient. Je chante, je suis dans ma dévotion. Je présente un spectacle. Je n'ai pas la prétention de dire que je fais une cérémonie vaudou sur scène. Mais en même temps, je prends des éléments. Mais le vaudou, c'est dans mon quotidien. Je prends un élément, je développe sur scène. Et puis ça devient ça, un nouveau rituel. Ça devient une autre cérémonie spécialisée pour ces espaces-là, pour ces endroits-là. Mais moi, c'est le seul endroit où je me sens beaucoup plus vrai dans ma vie, c'est être sur scène en faisant ça, chanter, danser. Et je pense que mes esprits, mes lois sont toujours sur moi dans ces espaces-là, dans cette vérité que je chante, dans cette vérité que je raconte, que je compte. Je suis là avec vous, je vois du monde, des fois je ne vois pas. Je sens. Je suis dans... Il n'y a pas de mot logique pour raconter où je suis dans ce spectacle. La seule chose, je sais que j'arrive pour donner beaucoup d'énergie et pour en recevoir aussi. C'est tout c'est un aller-retour. C'est une communication avec le public qui est là. C'est une communication avec le musicien, le tambour. Lorsque le tambour joue, ce maman tambour haïtien avec couvert de peau de vache, lorsque ça tape, ça joue pour moi, c'est mon âme. La mise en scène de ce spectacle donc que vous avez intitulé La langue des dieux, il y a des kabas. Pour qui est originaire de la Caraïbe ou qui a vécu ces kabas-là, c'est hyper important. C'est à la fois ceux qui permettent c'est presque des valises, quoi. Des kabas en plastique. Et d'ailleurs, vous arrivez dans une robe magnifique, faite, me semble-t-il, du même matériau que ces kabas en plastique. C'est quoi cette symbolique du kaba? Ça dit plein de choses. Ça dit le voyage, ça dit aussi l'exil. Déjà, ces vêtements ont été créés. Bon, j'ai dessiné un peu. Mais ça a été monté par deux couturiers haïtiens, Harry Lafont et René Casséus, deux couturiers haïtiens sur place qui m'ont habillé, vraiment. Mais c'était volontaire, c'est encore ce plaidoyer pour le respect du droit à la différence, ce plaidoyer pour la justice sociale en Haïti ou pour les autres peuples. On parle des migrants au jour d'aujourd'hui, c'est ces sacs migrants, ces kabas qui représentent ces migrants qui marchent de frontière en frontière et les frontières qui sont fermées. On nous ferme les frontières, tandis que les frontières étaient ouvertes avant pour aller dans nos pays, dans nos chantiers, pour en prendre nos richesses. Et là maintenant, ils ferment les frontières. On nous voit, on nous stigmatise avec ces sacs, ces cabas. Et je réapproprie ces cabas pour faire ce plaidoyer pour cette justice métaphysique, pour nos peuples, pour Haïti, pour la culture. Ces cabas qui, lorsqu'on voit venir ces femmes africaines de la Caraïbe avec ces cabas, des fois on les stigmatise même. On dit c'est quoi? C'est des gens du peuple. C'est les voyageurs, c'est les migrants sans papier, sans visa. C'est eux. Et pour ce spectacle, on nous a refusé les visas pour nos danseurs qui devaient venir pour le spectacle. C'est aussi une autre manière pour parler de ces frontières. C'est une façon pour insinuer, pour dire, pour dénoncer, pour dire non également et pour faire comprendre. Et on parle de frontières, mais il faut voir le sens et les substances de ces peuples qui se rencontrent et ces substances qui ont été en même temps volées, violées pour amener dans l'Occident. Et maintenant, ce sont ces peuples, ces héritiers de ces cultures-là qui n'ont pas accès à ces territoires-là.
On va rester sur la scène de La Langue des Dieux, ce spectacle que vous avez proposé dans le cadre du musée du Quai Branly de cette exposition zombie. Vous allez nous choisir un deuxième extrait, peut-être un des morceaux qu'on attend, je ne sais pas, je vous laisse le libre choix, un deuxième extrait partagé comme ça avec les auditeurs de ce podcast. Ce serait quoi, Erol Josué ? Bon, là, puisqu'on a beaucoup parlé de révolution, de migration, de l'immigration, je pense qu'il faut donner un petit côté de l'amour avec Erzulie. Ce morceau Erzulie, la déesse de l'amour et de la beauté qu'on retrouve dans le panthéon du vaudou haïtien, Erzulie. Extrait tout de suite. Il faut là, bon moins de là où sans compter. Azili, mon règlement a commencé. Déjà dit dans la médine derrière. Aïe, maman, moi. Azili, awe nou nan blo. Oh, Azili, awe nan blo. Ote ouye Azili fwe dada ou men, konti nan kaila. L'oreille a du goût. Chacune de ces visites dans l'oreille hardie relève un peu plus le goût de ce podcast. Anne Bonneau interroge ses interlocuteurs à propos de leurs souvenirs d'enfance et comment ils étaient agrémentés ou non par les saveurs qu'ils y ont découverts. Parfum d'eau de fleurs d'oranger pour Ismaël à La Réunion. Un parfum d'enfance au sein de la communauté zarabe de l'île. Entendez les musulmans originaires de la région indienne du Gurjarat. Écoutez. L'eau de fleur d'oranger, l'eau de rose. Et là, ce coup-ci, j'ai pas droit à un petit gorgeot? Pas souvent, mais à l'occasion de certaines fêtes religieuses. En aspergeant, tout simplement, lorsqu'il y avait je prends le cas de ma mère qui réunissait ses camarades pour lire les qassidas. Donc on les aspergeait avec ça. Et ça reste là, effectivement. Je pense qu'à l'époque, c'était un lien avec la religion, beaucoup plus qu'un signe d'accueil. Les femmes, avant, ne sortaient de chez elles pour aller rendre visite à leurs camarades que la nuit, lorsque les commerces étaient fermés. Il fallait pas se faire voir des hommes. donc, on prévenait, on dit, ce soir, ils viendront à notre visite. Voilà. Et nous, enfants, on attendait tranquillement que les invités arrivent. Voici une dame voilée qui vient vous parler. C'était une grande bande de tissu que les femmes se mettaient pour couvrir la tête. Elles se drapaient dedans, tout simplement. Bon, maintenant, c'est autre chose. C'est après les années 70, là, donc c'est plus la mode iranienne ou arabe qui prédomine, bien sûr. Et c'est dommage parce que tout ce qui était typiquement gousserati indien a disparu, malheureusement. L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. Erol Josué, nous voilà presque rendus à la fin de ce moment que j'aurais aimé prolonger encore d'1 heure, 2 heures, 3 heures, parce que je sens que vous avez encore beaucoup de choses à raconter et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir peut-être pour un autre spectacle. Juste pour finir, on a parlé de vos différentes casquettes. En tant qu'artiste, vous avez parlé de la difficulté aussi, pour certains en tout cas, de bouger d'Haïti. Vous avez à un moment ou un autre la volonté de croiser, je dirais, cette grande région Caraïbe et de vous rendre, je ne sais pas, par magie ou pas par magie, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, parce que il y a une vraie sororité entre ces îles-là. Quelle réflexion ça vous inspire, vous ? Je pense que c'est très 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 important de faire comprendre ces liens. Nous sommes très liés avec les Caraïbes. On a déjà une culture en commun qui c'est déjà la première. Toute la Caraïbe c'était la terre des autochtones. C'était les premiers habitants qui habitaient. Partageaient, il n'y avait pas de frontières vraiment, même la mer, le Grand Bleu les servait juste comme route pour naviguer entre les Caraïbes. On a cette culture en commun. C'est moins le cas aujourd'hui. Oui, c'est moins le cas. Après, on a eu la traversée transatlantique en commun.
Il y a des gens qu'on a déposés en Martinique, et la même famille, une autre partie en Haïti, à Saint-Domingue ou la Barbade. Et cette créolité en commun, malgré qu'il y a la langue haïtienne, je pense que si on parle de Caraïbes, Haïti est le seul pays francophone dans cette grande Caraïbe, mais aux Antilles, on a Martinique, Guadeloupe, effectivement, mais on peut comprendre également, on peut voir comment on nous isole. On est isolé pour un Haïtien d'aller à Martinique, voilà, à Barbade, à la Curaçao, c'est très difficile, c'est tout le parcours du combattant, il n'y a pas d'avion d'Haïti pour aller à Curaçao, on peut pas aller, tandis que entre les pays, entre les Caraïbes anglo-saxons, ils sont très reliés entre eux, puisque c'est Commonwealth, et les Antilles françaises, c'est la France, et mis à part avec notre vaudou, notre pauvreté, notre tremblement de terre et tout, on est vraiment isolé, on ne laisse pas le temps, la chance de se rencontrer. Mais on parle de CARICOM. Heureusement, il y a la CARICOM, mais là encore, moi j'ai un passeport haïtien avec le signe de la CARICOM, comme si j'aurais pu voyager dans tous les pays de la CARICOM, de la Caraïbe, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est encore le problème de frontières. Mais moi, je pense à travers l'art et la culture, on peut casser ces frontières. On a l'exemple de la Carifesta qui existe encore, malgré que c'était toujours difficile pour nous autres d'y participer. Mais lorsqu'on participe, on voit que, et tout le monde, les autres gens de la Caraïbe voient la nécessité de continuer à se connecter, à être ensemble. Quand on prend les Caraïbes, c'est comme un continent outre-mer. Quand on les colle ensemble, c'est tout un continent de la Caraïbe. Ça serait bien de développer ce lien de façon plus positive, et effectivement pas uniquement dans les moments difficiles, parce que là j'imagine, voilà, il y a une forme de solidarité qui s'exprime de par la situation actuelle, ou quand il y a eu le tremblement de terre, ou quand il y a eu d'autres moments difficiles, mais en dehors de ces moments-là, on aimerait plus de circulation et plus de joie peut-être qui lie ces îles-là. C'est important qu'il y ait de la joie qui unisse ces îles. Je le redis, l'art et la culture peut changer beaucoup de choses, de casser la façon de mettre à dos. Des fois, on regarde les autres personnes, ou certaines personnes de la Caraïbe, on ressent le travail pendant la période colonialiste. On nous sépare, on nous divise, on s'entretue. Je pense aussi que c'est encore les séquelles de l'esclavage. Et pour sortir de ces séquelles-là, moi je pense que c'est l'art et la culture. À partir de là, on peut décider de se rassembler, s'unir et faire des choses ensemble et continuer cette révolution de mémoire et identitaire. Merci Errol Josué d'avoir mis vos mots, vos images, vos croyances, votre humanité au creux de notre oreille cette semaine. Merci encore aussi pour ce spectacle, et j'espère encore une fois que nos auditeurs auront la chance de pouvoir croiser des moments où vous produisez sur scène. C'est vraiment quelque chose à voir. Merci encore donc d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de l'autre côté de l'enceinte de nous avoir écoutés. Si vous voulez réécouter ce podcast, eh bien ce sera sur lapremière.fr. N'hésitez pas non plus à aller sur les plateformes de podcast et de vous abonner à L'Oreille est Hardie. Les temps sont parfois difficiles, mais comme le disait Errol Josué, les temps sont peut-être aussi au rassemblement et à l'unité, voilà, autour de choses joyeuses que sont notamment les traditions et les cultures. Avant de nous quitter, peut-être, si vous acceptez, juste un petit chant de au revoir, quelque chose pour nous souhaiter bon vent, bonne route. Bonne route avec Papa Loco le vent, ce papillon de Papa Loco qui est le porteur de messages, le dieu du vent, c'est lui qui nous pousse comme des papillons pour voyager à travers des territoires, pour vivre, pour continuer à vivre. Papa Loco, où c'est vent, pousse n'aller, où c'est papillon, la pote nouvelle bayagoué. Papa Loco, où c'est vent, pousse n'aller, où c'est papillon, la pote nouvelle bayagoué. Mais tout ça qui dit bien, j'aime là. Mais tout ça qui dit malo, j'aime là, Papa Loco, où c'est fin, poussé n'aller, nous c'est papillon, n'a poté nouvelle, bayagoué. Papa Loco, c'est vent.
C'est n'aller, nous c'est papillon, n'apporte nouvelle bagoué. Merci du cadeau. C'est un plaisir.